À la fin des années 1970, une bouteille de Coca-Cola à moitié remplie dans la vitrine d'une librairie allait devenir la clé permettant de démanteler un réseau d'espionnage soviétique qui avait opéré dans l'ombre du Pentagone pendant plus de 3 ans. Ce que les enquêteurs fédéraux ignoraient, alors, c'est que ce soda américain, ordinaire, parlait un langage qu'ils tentaient de déchiffrer depuis des mois, et qu'une fois compris, cela ferait de l'affaire l'un des cas d'espionnage les plus méthodiques de la guerre froide. Depuis la fin de 1975, le FBI savait qu'un réseau de renseignement soviétique opérait quelque part dans la région de Washington, car des documents classifiés du département de la Défense continuaient d'apparaître entre les mains du bloc de l'Est des spécifications techniques de systèmes de communication par satellite, des évaluations internes de programmes d'armement, des organigrammes montrant quels officiers détenaient quelles habilitations des renseignements qui permettaient aux analystes soviétiques de comprendre les capacités américaines pièce par pièce. En janvier 1976, le bureau local du FBI à Washington ouvrit une enquête de contre-espionnage baptisée Opération Quiet Pastor et assigna 6 agents pour identifier ce qu'ils pensaient être une cellule d'espionnage active. Mais pendant 2 ans, l'enquête ne donna presque aucun résultat, aucun suspect évident, aucune transaction financière suspecte, aucun contact étranger inexpliqué, laissant penser que celui qui volait les secrets américains utilisait un système si propre et si compartimenté qu'il ne laissait pratiquement aucune trace, au point que les agents commencèrent à se demander s'ils ne poursuivaient pas des ombres. Puis, en août 1978, tout changea lorsqu'une source de la CIA, dont l'identité resterait si strictement protégée que même l'équipe de contre-espionnage du FBI ne la connaîtrait jamais, fournit des informations à son officier traitant lors d'une rencontre dans une capitale européenne, affirmant qu'un réseau soviétique opérant dans la région de Washington utilisait des produits commerciaux comme dispositifs de signalisation, en particulier des bouteilles de Coca-Cola, pour indiquer que du matériel était prêt à être récupéré. Les informations étaient exaspérantes. De vagueness, la source ne savait pas où le signal était utilisé, ne savait pas qui l'utilisait, ne connaissait ni la configuration spécifique, ni le placement exact qui déterminait un signal actif, plutôt qu'une simple bouteille abandonnée. Elle savait seulement que quelque part dans la capitale, une bouteille de Coca-Cola signifiait autre chose qu'un rafraîchissement. Lorsque la CIA transmit ce renseignement au FBI à la mi-tute, la réaction de l'équipe fut mitigée. D'un côté, c'était la première piste concrète depuis 2 ans, le premier détail opérationnel tangible. De l'autre, l'imprécision était frustrante, car la région métropolitaine de Washington en 1978 couvrait des centaines de miles carrés, des dizaines de communautés distinctes, des centaines de milliers d'habitants et une multitude de commerces, alors que Coca-Cola, soda le plus populaire du pays, était présent partout dans ses bouteilles, en verre, caractéristiques, dans les supermarchés, les stations-service, les poubelles et les conteneurs de recyclage, si bien que trouver la bouteille, qui comptait parmi des millions, semblant identique, paraissait presque absurde. Le FBI élargit donc son enquête à une surveillance visuelle des zones jugées à forte probabilité, comme les quartiers proches du Pentagone, les districts commerciaux ou les banlieues où vivaient de nombreux employés fédéraux habilités. Les agents furent formés à repérer des schémas inhabituels, des bouteilles placées d'une manière qui semblait délibérée plutôt que fortuite, mais la tâche était immense et les ressources limitées, et après des semaines de surveillance sans résultat, la direction du bureau commença à douter de l'exactitude des renseignements ou de leur interprétation. À la fin septembre 1978, l'opération Quiet Pastor
revint à son orientation initiale pour suivre l'enquête, mais sans véritable direction. L'agent spécial Michael Reeves travaillait sur l'affaire depuis le début de 1976, et en octobre 1978, elle était devenue pour lui une obsession. Âgé de 34 ans, vétéran de 12 ans, du bureau après des enquêtes sur des braquages et sur le crime organisé, Reeves était méthodique du genre à conserver des notes détaillées et à réexaminer les preuves encore et encore pour y trouver des schémas que d'autres auraient pu manquer. Le soir du 12 octobre 1978, Michael et sa femme, Abigail Reeves, avaient une réservation dans un petit restaurant italien appelé Angelo's, près de leur maison, à Arlington. Arlington, en Virginie, se trouvait juste de l'autre côté du fleuve Potomac, par rapport à Washington, D.C., une banlieue où les rues bordées d'arbres et les petits commerces indépendants masquaient la proximité des opérations gouvernementales les plus sensibles du pays. Une part importante de la population était composée d'employés fédéraux, et l'activité de l'État, avec tous ses secrets et ses vulnérabilités, faisait partie intégrante de la vie quotidienne. Michael et Abigail arrivèrent à 18h45, et l'hôtesse les installa à une table près de la grande fenêtre donnant sur la rue un emplacement offrant une vue sur les façades et les vitrines d'en face. Alors qu'Abigail parcourait le menu, l'agent Reeves jeta un coup d'œil par la fenêtre et son attention fut immédiatement attirée par la librairie située juste en face, Literarium Books, une petite librairie indépendante, comme on en trouvait dans de nombreux quartiers commerciaux suburbains, à l'époque avec des affiches écrites à la main, annonçant des livres d'occasion et des événements d'auteurs locaux. Mais ce qui retint l'attention de Reeves n'était pas un livre, c'était une bouteille de Coca-Cola, placée du côté droit de la vitrine, remplie à moitié de liquide, posée bien droite, l'étiquette légèrement orientée vers la rue, soigneusement intégrée parmi les livres exposés. Reeves observa le propriétaire du magasin, un homme d'âge moyen, portant un cardigan, se déplaçant à l'intérieur pour préparer la fermeture. L'homme abaissa le store avant et verrouilla la porte, mais la bouteille de Coca-Cola resta visible dans la vitrine, éclairée par la lumière déclinante du soir. Reeves ressentit alors ce basculement subtil que reconnaissent les enquêteurs expérimentés, ce moment où un détail, apparemment banal, semble soudain chargé de sens. Il pensa au rapport de renseignement de la CIA, datant d'août, mentionnant l'usage de bouteilles de Coca-Cola comme signaux, et constata que celle-ci semblait placée volontairement, plutôt qu'oubliée, et que son apparition coïncidait parfaitement avec la fermeture du magasin, comme si elle était destinée à communiquer quelque chose à quelqu'un passant après les heures d'ouverture. Pendant tout le repas, il ne put s'empêcher de jeter des regards vers la vitrine du magasin et vers cette bouteille à moitié pleine, captant la lumière de la rue. Probablement une coïncidence, mais Reeves ne parvenait pas à se défaire de l'idée qu'il observait quelque chose d'important. Après le dîner, tandis qu'il regagnait la voiture avec Abigail Reeves, scruta la rue. Elle était déserte, la plupart des commerces ayant déjà fermé, et seuls quelques couples comme eux étaient encore dehors pour dîner ou boire un verre. Cette nuit-là, l'agent Reeves dormit mal, se retournant en pensant à cette bouteille dans la vitrine. Le lendemain matin, à 6h45, Michael Reeves passa lentement devant Literarium Books en se rendant au bureau. La librairie n'ouvrait qu'à 10h et la rue était calme dans la lumière matinale, avec seulement quelques travailleurs se dirigeant vers les grands axes et un camion de livraison garé 2 pâtés de maison plus loin. Reeves ralentit à l'approche de la librairie et regarda vers la vitrine. La bouteille de Coca-Cola avait disparu. L'exposition restait identique, les mêmes livres, les mêmes présentoirs, en bois,
le même panneau écrit à la main, annonçant une lecture de poésie pour la semaine suivante. Mais la bouteille placée si délibérément la veille au soir s'était volatilisée en moins de 12 heures, et Reeves sentit son pouls s'accélérer en poursuivant sa route vers le bureau du FBI à Washington, où il demanda immédiatement un entretien avec son superviseur, le Special Agent in Charge, Robert Hensley. Hensley écouta le récit de Reeves avec le scepticisme patient d'un enquêteur chevronné, habitué à ne pas s'emballer pour une observation isolée. Il reconnut que c'était intéressant, mais explicable de multiples façons. Le propriétaire avait pu l'enlever, un employé pouvait l'avoir retiré, ou cela pouvait n'avoir aucun rapport avec leur affaire. Mais Reeves insista sur le timing. La bouteille était apparue juste avant la fermeture et avait disparu le matin. Exactement le type de signal décrit par la source de la CIA. Placer l'indicateur. Quand le matériel est prêt, le retirer une fois la collecte confirmée. Hensley autorisa alors une surveillance limitée. 2 agents se posteraient au restaurant ce soir-là, et si une autre bouteille apparaissait, ils observeraient ce qui se passerait. Sinon, ils passeraient à autre chose. Ce soir-là, le 13 octobre, 2 agents du FBI en couverture, jouant un couple, dînaient tranquillement à une table d'angle chez Angelos, avec une vue directe sur Literarium Books, de l'autre côté de la rue. Ils commandèrent à manger et commencèrent leur observation, tandis que la librairie fonctionnait normalement, le propriétaire visible à travers la fenêtre, rangeant des livres et tenant la caisse. À 19 heures, il retourna le panneau sur « Fermé » et entama sa routine de fin de journée. Les agents observèrent attentivement, mais aucune bouteille de Coca-Cola n'apparut dans la vitrine. À 19h30, le propriétaire verrouilla la porte d'entrée et quitta les lieux, laissant la boutique plongée dans l'obscurité, et l'équipe du FBI convint qu'un autre dépôt, dès le lendemain, serait probablement trop tôt. Alors elle maintint la surveillance plusieurs soirs, choisis au hasard, en faisant tourner les agents pour éviter toute suspicion. Mais le résultat fut identique, chaque nuit, activité commerciale, normale fermeture routinière, aucune bouteille de Coca-Cola, aucune activité suspecte. Le 20 octobre, la surveillance fut interrompue. Hensley reconnut que Reeves avait peut-être vu quelque chose de pertinent, mais conclut que sans éléments supplémentaires, il ne pouvait pas justifier de mobiliser davantage de ressources. Michael Reeves accepta la décision professionnellement, mais en privé, il ne parvenait pas à abandonner l'idée. L'image de cette bouteille restait gravée dans son esprit, sa position si délibérée, le timing si précis de son apparition et de sa disparition. Il commença à passer régulièrement devant Literarium Books durant son temps libre, parfois le matin, avant le travail, parfois à la pause déjeuner, parfois après le dîner, et les semaines passèrent. Novembre arriva, avec ses températures plus froides, ses journées plus courtes, et Arlington prit l'aspect de l'hiver approchant, tandis que Reeves poursuivait sa surveillance, irrégulière, en variant ses trajets et ses horaires, pour éviter de créer un schéma visible sans jamais rien voir d'inhabituel. Aucune bouteille de Coca-Cola ne réapparut. Mais le soir du 8 décembre 1978, presque 2 mois après sa première observation, Michael Reeves passa devant Literarium Books vers 20h20. La boutique était fermée, le panneau fermé pendait à la porte, les lumières étaient éteintes. Et là, dans la vitrine, exactement au même endroit qu'en octobre, inclinée de la même manière, se trouvait une bouteille de Coca-Cola remplie à moitié. Reeves gara sa voiture, un demi-pâté de maison plus loin. Les mains crispées sur le volant. Ce n'était pas une coïncidence. Ce ne pouvait pas en être une. Le placement était trop précis.
trop identique à celui d'octobre. Quelqu'un utilisait cette bouteille comme signal, et quelqu'un d'autre lisait ce signal, et y répondait. Il décida de prévenir immédiatement l'agent de permanence du FBI s'identifia et demanda un contact urgent avec le Sake Hensley. À 22h30, Hensley avait mobilisé une équipe de surveillance du bureau de Washington. La première difficulté consistait à observer Literarium Books sans être repéré. La boutique se trouvait dans une rue commerçante, offrant très peu de points de dissimulation, et toute présence de surveillance trop visible risquait d'alerter ceux qui utilisaient le système de signalisation. Hensley décida donc de placer 2 agents dans un véhicule banalisé, garé plus bas dans la rue, une berline Ford, se fondant parmi les autres voitures. Depuis ce point d'observation, les agents ne disposaient que d'un angle très limité sur la vitrine, et l'obscurité rendait difficile toute observation détaillée. La nuit s'étira, minuit passa, puis 1 heure, puis 2 heures. La boutique resta immobile et sombre, et la bouteille de Coca-Cola demeura en place, vers 4h55 du matin. Le 9 décembre, quelque chose changea. L'agent spécial Thomas Crawford crut percevoir un mouvement dans l'obscurité de la librairie. Il saisit ses jumelles et focalisa son regard sur la vitrine, son partenaire, désormais alerte également. Mais ils ne purent distinguer clairement qui se déplaçait à l'intérieur, car l'angle et l'obscurité rendaient toute identification impossible. Ils virent toutefois une faible lueur, comme si une lampe venait d'être allumée à l'arrière. Puis, sous leurs yeux, la bouteille de Coca-Cola disparut de la vitrine. 1 seconde, elle était là, éclairée par la lumière de la rue, et l'instant d'après, elle n'y était plus retirée par quelqu'un se trouvant à l'intérieur. Crawford nota immédiatement l'heure dans son carnet. 4h57. Mais alors qu'il s'apprêtait à signaler le développement par radio, lui et son partenaire prirent conscience d'un problème crucial dans leur position de surveillance. Ils voyaient la façade de Literarium Books, la vitrine et la porte d'entrée. Mais ils n'avaient aucune visibilité sur l'arrière du bâtiment, ne pouvant donc pas voir si quelqu'un était entré par une porte arrière, s'il en sortait à cet instant même, ni l'allée qui courait derrière les commerces de ce pâté de maisons. Personne n'était entré ou sorti par la porte d'entrée. Ils en étaient certains, mais la bouteille avait été retirée depuis l'intérieur, ce qui signifiait qu'il existait un accès par l'arrière qu'ils ne surveillaient pas. Vers 6h du matin, lorsque l'équipe de surveillance fit son rapport au bureau extérieur du FBI, Robert Hensley convoqua une réunion d'urgence avec les autres enquêteurs. La surveillance nocturne avait confirmé les soupçons de Michael Reeves. La bouteille de Coca-Cola était bel et bien utilisée comme signal, et quelqu'un ayant accès à Literarium Books la retirait après la fermeture du magasin. Mais la nuit avait aussi révélé une difficulté opérationnelle majeure. Ils devaient surveiller simultanément l'avant et l'arrière du bâtiment sans se faire repérer. La solution vint de l'agent spécial Sarah Mitchell, l'une des spécialistes de surveillance les plus expérimentées de l'équipe, qui avait remarqué qu'en face de Literarium Books, au-dessus d'un magasin de quincaillerie, un appartement du 2e étage semblait vacant. S'ils pouvaient le louer, ils bénéficieraient d'une vue directe sur la façade du magasin, et selon la disposition du logement, peut-être aussi sur l'entrée de l'allée arrière. En moins de 48 heures, le FBI obtint un bail de 6 mois sur l'appartement, au nom d'une société écran créée pour les opérations de surveillance. L'appartement était petit, une chambre, un salon, une kitchenette et une salle de bain, mais son emplacement était parfait. Les fenêtres avant donnaient directement sur Literarium Books, offrant une vue dégagée sur la devanture et la vitrine, tandis que la fenêtre de la chambre permettait une vue partielle
sur l'entrée de l'allée arrière, bien que sous un angle imparfait. Le 12 décembre 1978, le poste d'observation était opérationnel. Les agents du FBI y avaient installé du matériel professionnel, notamment des caméras à longue focale montées sur trépied et tenaient des registres détaillés pour documenter toute activité. L'appartement était occupé 24 heures sur 24 par équipe de 2 agents travaillant en rotation de 8 heures avec des consignes strictes, observer et documenter absolument tout ce qui concernait Literarium Books. Noter toute personne, entrant ou sortant, surveiller l'apparition de bouteilles de Coca-Cola dans la vitrine, et si une nouvelle bouteille apparaissait, maintenir une surveillance continue jusqu'à ce qu'elle soit retirée et tenter d'identifier la personne responsable. L'équipe se prépara ainsi à une attente potentiellement longue. Les réseaux d'espionnage suivaient leur propre rythme en fonction de la disponibilité des renseignements et des occasions sûres de les transmettre. La bouteille pouvait réapparaître le lendemain, comme ne pas réapparaître avant des semaines. Et le rôle du FBI était d'être présent quand elle reviendrait. Literarium Books fonctionnait comme une petite entreprise ordinaire. Le propriétaire identifié rapidement, grâce au registre foncier, comme étant Ernest Caldwell, arrivait chaque matin entre 9h15 et 9h30, ouvrait à 10h et recevait une clientèle modeste mais régulière des habitants du quartier, venant feuilleter des livres des étudiants du collège communautaire voisin, cherchant des ouvrages obligatoires ou des collectionneurs en quête d'éditions rares. Les agents photographiaient chaque personne entrant dans la boutique et comparaient les visages avec les listes d'agents de renseignement étrangers, connus ou suspects. Quant à Ernest Caldwell, il paraissait parfaitement ordinaire, un ancien professeur de 63 ans, propriétaire de la librairie depuis près de 8 ans, sans aucun signe de comportement suspect, pas de voyages à l'étranger, pas de revenus inexpliqués, aucune association connue avec des diplomates ou des agents de renseignement, vivant dans une petite maison à Arlington, conduisant une Chevrolet de 10 ans d'âge, fréquentant une église luthérienne, le dimanche bref, un homme semblant mener une retraite simple dans un travail qu'il appréciait. La surveillance se poursuivit tout au long du mois de décembre. Noël approchait, et la rue se parait de décorations festives, des guirlandes reliant les lampadaires et des vitrines ornées de thèmes saisonniers. Literarium Books présenta une sélection spéciale de livres pour les fêtes-contes, pour enfants classiques, coffrets de poésie et d'essais, mais aucune bouteille de Coca-Cola n'apparut, et l'équipe du FBI commença à se demander si leur présence avait été détectée ou si le réseau avait modifié sa méthode de communication. Le 3 janvier 1979, vers 18h45, une bouteille de Coca-Cola apparut enfin dans la vitrine de Literarium Books. L'agent spécial David Quinn, en poste dans l'appartement observatoire, la repéra immédiatement et activa le protocole de surveillance complet, contactant par radio le poste de commandement du bureau du FBI pour signaler la mise en place du signal, et se mit à photographier la boutique de manière systématique, documentant la position exacte de la bouteille et l'heure de son apparition. Ernest Caldwell ferma la boutique à 19h. Comme d'habitude, retourna le panneau sur « Fermé », abaissa le store « Avant » et verrouilla la porte, tandis que la bouteille de Coca-Cola restait dans la vitrine, visible et immobile. Les agents du FBI, ayant tiré les leçons de leur première tentative de surveillance, étaient cette fois décidés à ne manquer ni la personne qui retirerait la bouteille, ni quiconque approcherait la librairie de quelque direction que ce soit. Les heures passèrent lentement, 20h, puis 21h, puis 22h, tandis que la rue se calmait, au fur et à mesure que les commerces fermaient et que les habitants rentraient chez eux. L'équipe de surveillance resta en alerte,
appareil photo près chaque agent, guettant le moindre mouvement. Vers 4h30 du matin, le 4 janvier, une voiture apparut, avançant lentement, une berline sombre. L'agent spécial Quinn, depuis le poste d'observation, saisit son appareil et prit des photos, tandis que le véhicule ralentissait. Mais il ne s'arrêta pas, continua au même rythme et disparut au bout de la rue, ce que Quinn trouva étrange, mais pas suffisamment pour y voir un lien direct. Environ 10 minutes plus tard, son partenaire qui surveillait l'entrée de l'allée arrière depuis l'autre fenêtre signala un contact visuel, une silhouette masculine entrait dans l'allée, ne portant rien en apparence, marchant d'un pas assuré dans l'obscurité précédant l'aube. La distance et le mauvais éclairage empêchaient de distinguer les détails, seulement la silhouette d'un homme vêtu de sombre. Pendant environ 11 minutes, il ne se produisit rien de visible. Les agents observaient la vitrine, la bouteille de Coca-Cola, et attendaient. Puis une faible lumière s'alluma à l'arrière de la boutique, et les agents virent une ombre derrière le store. Intérieur, au moment précis où la bouteille disparut, quelqu'un à l'intérieur venait de la retirer, exactement comme auparavant. La lumière s'éteignit, et moins d'1 minute plus tard, la silhouette masculine ressortit de l'allée, se dirigeant vers la rue, mais cette fois en portant un petit sac en papier de la taille d'un livre de poche. Depuis le poste d'observation, les agents prirent des photos, essayant de capturer son visage dans la faible lumière, mais la distance et l'obscurité rendaient l'identification impossible. Ils distinguèrent seulement une taille moyenne, une corpulence moyenne, un manteau et un pantalon foncé, sans détails faciaux ou caractéristiques distinctives. La silhouette disparut rapidement hors de vue, et les agents durent prendre une décision immédiate, la suivre, risquant d'exposer leur surveillance, ou rester en place pour préserver le poste d'observation pour les opérations futures. Les instructions de Robert Hensley étaient claires. Le poste d'observation était trop précieux pour être compromis, et s'ils effrayaient le réseau maintenant, l'opération entière risquait d'être interrompue avant que le FBI n'identifie tous les participants. Les agents restèrent donc en position et laissèrent la silhouette s'éloigner dans l'obscurité. À 6 heures du matin, l'équipe avait documenté toute la séquence, le placement du signal à 18h45, la veille, l'arrivée du véhicule à 4h30, l'entrée de la silhouette dans l'allée et sa sortie avec un sac en papier. Ils avaient des photos bien qu'aucune ne montre le visage de manière exploitable, mais ils avaient désormais la confirmation que le système de signalisation fonctionnait exactement comme ils l'avaient supposé, une bouteille placée lorsque le matériel était prêt, retiré par quelqu'un, accédant au magasin, par l'arrière, après la collecte. La surveillance avait confirmé le mode opératoire du réseau, mais pas encore l'identité de celui qui fournissait les documents classifiés. La personne faisant la collecte n'était manifestement qu'un coursier, tandis qu'en amont se trouvait la véritable source, un initié ayant accès à des documents de défense confidentiels et trahissant son pays. Robert Hensley exposa alors la phase suivante de l'enquête. Il savait mais que la librairie était le site de dépôt que les bouteilles de Coca-Cola servaient de signaux et que quelqu'un venait les récupérer après leur placement, mais il ne savait toujours pas qui déposait les documents. La stratégie du FBI passa d'une observation passive à une identification active. L'équipe reçut l'ordre de photographier et documenter toute personne entrant dans Literarium Books, de noter ce qu'elle apportait et ce qu'elle emportait, et de repérer quiconque semblait livrer quelque chose plutôt que simplement parcourir les rayons. Parallèlement, l'équipe commença une enquête approfondie sur Ernest Caldwell, le propriétaire ses dossiers financiers,
montrait des revenus modestes, correspondant à ceux d'un petit commerce, sans dépôt ni dépenses inhabituelles. Ses relevés téléphoniques montraient des appels à des grossistes, en livres à des clients locaux et à sa fille à Richmond. Rien n'indiquait une richesse cachée, ni des liens étrangers. Rien qui explique pourquoi il risquerait tout pour servir de relais à un réseau de renseignement soviétique. La théorie dominante était qu'Ernest Caldwell avait été recruté ou contraint, qu'il était payé ou faisait l'objet d'un chantage pour permettre que sa librairie serve de point de dépôt. La surveillance se poursuivit durant tout le mois de janvier, le poste d'observation d'en face documentant le rythme quotidien de Literarium Books, les clients, entrant et sortant, Caldwell, gérant son commerce et procédant à la fermeture chaque soir, tandis que l'équipe du FBI photographiait tout le monde, constituant une base de données de visages et de comportements à la recherche d'anomalies. Le 29 janvier, la bouteille de Coca-Cola réapparut dans la vitrine à 18h50, juste avant la fermeture. L'équipe activera le protocole complet, caméras enregistrant, agents en position. Cette nuit-là, à 4h43, un véhicule arriva et une silhouette entra dans l'allée arrière, ressortant quelques minutes plus tard, avec un sac en papier, après que la bouteille eût été retirée. De la vitrine un scénario identique à celui du 4 janvier, et une fois de plus, les agents du FBI respectèrent strictement la discipline de surveillance et ne suivirent pas le coursier. Désormais, l'équipe d'enquête disposait d'une fenêtre temporelle plus précise. Ils croisèrent la liste des personnes entrées dans Literarium Books dans les jours précédant le signal du 29 janvier, avec celle des personnes entrées avant le signal du 4 janvier, obtenant une liste d'environ 2 douzaines d'individus ayant visité la boutique durant les 2 périodes des clients réguliers, apparaissant sur plusieurs photos de surveillance. Le 21 février, un autre signal apparut dans la vitrine. La collecte eut lieu le lendemain matin, comme les fois précédentes, et cette date fut ajoutée à l'analyse comparative. En comparant les clients ayant visité la boutique avant les 3 signaux 4 janvier, 29 janvier et 21 février, la liste se réduisit drastiquement à seulement 6 individus. Parmi ces 6, 3 étaient des femmes âgées, clientes régulières, que le FBI élimina rapidement en raison de leur âge et de l'absence d'accès possible à des documents classifiés. Un autre était un adolescent manifestement trop jeune pour travailler dans le secteur de la défense. Restèrent alors 2 individus correspondant au profil d'une menace interne potentielle, un homme d'une trentaine d'années portant une mallette et vêtu de manière professionnelle, et une femme dans la quarantaine, ayant visité la boutique plusieurs fois avec un sac à main ou un petit cabas. Le 14 mars 1979, vers 14h30, l'homme à la mallette entra dans Literarium Books. L'agent spécial Quinn, surveillant depuis le poste d'observation, le photographia à son arrivée. L'homme passa environ 7 minutes dans la boutique, avant d'en sortir avec sa mallette et de marcher jusqu'à sa voiture garée à un demi-pâté de maison, et le FBI décida immédiatement de le suivre afin de l'identifier pleinement et d'établir s'il pouvait avoir accès à des documents classifiés. 2 agents dans un véhicule banalisé le suivirent discrètement alors qu'il traversait Arlington jusqu'à ce qu'il arrive à une maison résidentielle sur Crescent Drive à Alexandria. À 18h45, ce même soir, tandis qu'Ernest Caldwell se préparait à fermer la boutique, une bouteille de Coca-Cola apparut dans la vitrine, un lien impossible à ignorer. Quelques heures après la visite de l'homme, le signal était en place. Plus tard, dans la soirée du 14 mars, le FBI obtint un nom grâce au registre foncier et aux immatriculations automobiles Walter Ashford. En moins de 24 heures,
L'enquête de fond sur Ashford révéla la connexion cruciale. Il travaillait au département de la Défense, en tant que commis dans un bureau du Pentagone, gérant des documents classifiés liés aux acquisitions militaires, disposant précisément de l'habilitation nécessaire pour accéder au type de documents retrouvés entre les mains soviétiques depuis plusieurs années. Le dossier contre Walter Ashford se solidifia rapidement. Ses dossiers financiers montraient un revenu modeste correspondant à son salaire de fonctionnaire, mais aussi des irrégularités des dépôts en liquide ne correspondant à aucune source évidente et des achats supérieurs à la moyenne. De la fin mars au début avril 1979, Ashford fit l'objet d'une surveillance intensive. Les agents du FBI documentèrent chacun de ses déplacements du moment où il quittait sa maison, le matin, à celui où il rentrait le soir. Ils observèrent sa routine trajet vers le Pentagone, pause déjeuner occasionnel, retour à domicile, et photographièrent toutes les personnes qu'il rencontrait et tous les lieux qu'il fréquentait, à la recherche de contacts avec des agents de renseignement étrangers, connus ou suspects. Ashford semblait mener une vie parfaitement ordinaire, âgé de 41 ans, célibataire, sans enfant, sans petite amie, apparente, ni vie sociale active. Il allait au travail, rentrait chez lui, s'arrêtait parfois à l'épicerie ou au pressing, rien qui attire spontanément l'attention. Le week-end, il allait parfois au cinéma ou visitait une bibliothèque publique. Rien dans son comportement n'avait quoi que ce soit de dramatique ou de suspect, rien qui aurait attiré l'attention d'un observateur occasionnel. Mais le FBI savait depuis longtemps qu'il ne fallait pas attendre de comportements spectaculaires de la part de bons espions. Les opérations de renseignement les plus efficaces étaient précisément celles qui se fondaient parfaitement dans la vie quotidienne, sans éveiller de soupçons et sans laisser de traces visibles. Le 11 avril 1979, à 14h17, Walter Ashford arriva à Literarium Books portant comme toujours sa mallette. Il resta environ 8 minutes dans la boutique avant d'en ressortir. Le FBI se retrouva alors devant une décision tactique cruciale. Il pouvait attendre que le signal apparaisse dans la vitrine le soir même, puis attendre la collecte nocturne documentant une fois de plus l'intégralité du cycle ou agir immédiatement avant qu'Ashford n'ait le temps de détruire des preuves, avant que Caldwell ne puisse prévenir quelqu'un du réseau, avant que ce qu'Ashford venait de déposer ne soit récupéré et n'entre dans les canaux du renseignement soviétique. Robert Hensley, recevant le rapport au siège du FBI, pesa les options. Ils observaient l'opération depuis des mois, en comprenaient le fonctionnement, avaient identifié la source. Ce dont ils avaient besoin maintenant, c'était de preuves matérielles, tout ce qui pourrait démontrer sans aucun doute que Walter Ashford se livrait à l'espionnage. Attendre signifiait risquer de perdre les preuves. Agir immédiatement leur donnait l'avantage de la surprise. Hensley prit sa décision. Le FBI exécuterait immédiatement les mandats d'arrêt et de perquisition, avant qu'un signal ne soit placé ou qu'une collecte ne puisse avoir lieu. Caldwell serait arrêté à la librairie Ashford, à son domicile, et les deux lieux seraient fouillés. Ils prépareraient également l'exécution du signal, le lendemain soir, en utilisant la coopération éventuelle de Caldwell, afin de tenter d'identifier et d'arrêter le coursier. À 17h35, le 11 avril 1979, une équipe d'agents du FBI s'approcha de la porte d'entrée de la librairie. Ils avaient attendu qu'un client sorte afin de s'assurer qu'aucun civil ne serait présent lors de l'arrestation. L'agent spécial Robert Hensley entra en premier, présentant clairement ses identifiants du FBI. À l'intérieur, Caldwell leva les yeux du comptoir où il triait des reçus. Son expression se figea dans la confusion, en voyant un groupe d'hommes en costume à sa porte. Hensley s'identifia et informa Caldwell
qu'il était en état d'arrestation pour conspiration en vue de commettre des actes d'espionnage contre les États-Unis. Le visage de Caldwell pâlit. Il commença à balbutier quelque chose, mais Hensley poursuivit, en lui lisant l'avertissement Miranda l'informant de son droit, au silence de son droit, à un avocat et des autres protections garanties par la loi. 2 agents se dirigèrent vers l'arrière de la boutique pour s'assurer que personne ne s'y cachait et qu'aucune sortie arrière n'était utilisée pour fuir. Pendant que Caldwell était menotté d'autres agents, commencèrent à exécuter le mandat de perquisition, fouillant systématiquement la librairie à la recherche des documents qu'Ashford avait apportés plus tôt dans l'après-midi. Ils fouillèrent derrière le comptoir, dans le placard de rangement, dans le petit bureau à l'arrière, parmi les étagères et les présentoirs. La fouille fut méthodique et minutieuse, et en quelques minutes, un agent appela depuis le placard. Il avait trouvé une chemise cartonnée manille. La chemise fut photographiée sur place, puis retirée avec précaution et ouverte. À l'intérieur se trouvaient 4 pages de documents photocopiés, portant immédiatement des marques de classification, visible le mot « confidentiel » tamponné en rouge, en haut et en bas de chaque page, et 2 autres marqués « secret ». Un examen rapide révéla qu'il s'agissait de documents relatifs à des systèmes de communication par satellite en développement au département de la Défense, spécifications techniques et évaluation de programmes des informations extrêmement précieuses pour les planificateurs militaires soviétiques, cherchant à comprendre et contrer les capacités américaines de collecte de renseignements. À 18h ce soir-là, alors que la perquisition de Literarium Books se terminait, une équipe du FBI procédait simultanément à l'arrestation de Walter Ashford à son domicile de Crescent Drive. 6 agents approchèrent de la maison, constatant que les lumières étaient allumées et que la voiture d'Ashford était dans l'allée. Lorsque les agents frappèrent et annoncèrent leur présence, en s'identifiant comme officiers fédéraux, il y eut un moment de silence, puis des bruits de mouvement. La porte s'entr'ouvrit, et Walter Ashford apparut encore vêtu de la tenue professionnelle qu'il portait au travail ce jour-là. Son expression révéla une panique immédiate lorsqu'il vit le nombre d'agents présents à sa porte. Lorsque l'agent principal informa Walter Ashford qu'il était en état d'arrestation pour des infractions liées à l'espionnage et tenta d'entrer dans la maison, la première réaction d'Ashford fut de pousser la porte pour la refermer, mais les agents s'étaient positionnés pour empêcher cela, et en quelques secondes, Ashford fut maîtrisé, menotté et informé de ses droits Miranda dans son propre salon, tandis que d'autres agents commençaient l'exécution du mandat de perquisition. La fouille de la maison d'Ashford révéla des preuves supplémentaires cruciales pour l'accusation dans un placard de chambre, dissimulé dans une boîte à chaussures, sous d'autres boîtes. Les agents trouvèrent un appareil photo Minox, ce modèle miniature devenu emblématique de l'espionnage durant la guerre froide, suffisamment petit pour tenir dans une poche et conçu pour photographier rapidement et discrètement des documents. Avec l'appareil, ils trouvèrent plusieurs rouleaux de pellicule exposés mais non développés. Dans un tiroir du bureau d'Ashford, ils découvrirent un carnet à spirale contenant ce qui semblait être des notes codées, des dates abréviations et chiffres qui n'avaient pas de sens immédiat, mais que les analystes du contre-espionnage interpréteraient plus tard comme un système de tenue de registre peut-être pour consigner quels documents avaient été photographiés ou livrés, ou pour enregistrer les paiements reçus. Ce carnet deviendrait une pièce importante, démontrant la nature systématique des activités d'espionnage d'Ashford sur une longue période. Ernest Caldwell et Walter Ashford furent transportés séparément au bureau extérieur du FBI à Washington pour être traités
et interrogés placés dans des salles différentes, isolés l'un de l'autre et informés de leurs droits, avant tout interrogatoires. La stratégie du FBI consistait à exploiter les preuves déjà rassemblées, pour encourager la coopération en particulier de Caldwell, qui semblait davantage un facilitateur qu'un acteur principal du réseau d'espionnage et qui pourrait être disposé à fournir des informations en échange d'une clémence lors de la condamnation. Caldwell, visiblement secoué par son arrestation et la gravité des accusations portées contre lui, demanda un avocat. Celui-ci arriva en moins de 2 heures et après un entretien privé, lui expliqua clairement que sa meilleure option était la coopération. Caldwell décida alors de fournir une déclaration complète aux enquêteurs du FBI, déclaration qui dura plusieurs heures dans la soirée du 11 avril et se poursuivit jusqu'au petit matin du 12 avril. Il décrivit son implication dans l'opération d'espionnage. Selon son récit, il avait été approché environ 3 ans plus tôt, début 1976, par un homme qui ne s'était présenté que sous le nom de Michael. L'homme bien habillé professionnel dans son attitude était entré dans la librairie comme un simple client, avant d'engager progressivement la conversation avec Caldwell, après plusieurs visites sur quelques semaines. Michael formula sa proposition. Il paierait Caldwell $500 par mois, en espèces, si celui-ci acceptait que sa librairie soit utilisée pour ce qu'il décrivait comme des échanges discrets de documents d'affaires. Michael affirmait représenter des clients d'entreprises ayant besoin d'échanger des informations propriétaires de manière confidentielle, et il expliquait que la librairie, avec sa faible affluence et sa réputation de commerce sûr et apprécié, constituait un lieu neutre idéal pour ce type d'échange. Caldwell admit aux enquêteurs qu'il avait soupçonné dès le début qu'une activité illégale pouvait être en jeu, peut-être de l'espionnage industriel ou de la collecte d'informations commerciales, mais il affirma ne jamais avoir imaginé qu'il s'agissait de documents gouvernementaux classifiés ou d'opérations de renseignement soviétiques. L'argent était attractif, $500 en liquide par mois, représentant un complément substantiel pour un propriétaire de petite librairie fonctionnant avec des marges modestes. Le système proposé par Michael semblait simple et passif. Lorsqu'une personne déposait du matériel au magasin Caldwell, devait placer une bouteille de Coca-Cola remplie à moitié dans la vitrine, avant la fermeture positionnée à droite de la fenêtre et légèrement inclinée vers la rue, ce qui signalait que le matériel était prêt à être récupéré. Michael avait fourni à Caldwell une clé destinée au collecteur qui entrait par la porte arrière durant la nuit. Après la fermeture, prenait ce qui avait été laissé et repartait par le même chemin. La seule responsabilité de Caldwell était de faciliter les dépôts et de placer le signal. Il ne devait poser aucune question, n'examiner aucun document et ne jouer aucun rôle direct au-delà de fournir l'accès et la communication par la bouteille signal. Caldwell décrivit les rares occasions où il avait réellement vu le coursier, la personne qui venait récupérer le matériel, ou du moins l'un des coursiers, car cela n'était arrivé que 3 ou 4 fois en 3 ans, lorsque celui-ci semblait avoir choisi d'entrer par la porte avant le lendemain, plutôt que par l'arrière, durant la nuit, peut-être pour varier sa routine, ou parce que quelque chose à l'arrière lui avait paru risqué. Les descriptions de Caldwell étaient frustrantes, de vagueur. Un homme blanc taille et corpulence, moyenne peut-être entre 35 et 45 ans, cheveux foncés et courts, rasés de près, aucun signe distinctif dont Caldwell se souvenait, et l'homme ne lui avait jamais parlé, se contentant de récupérer le matériel avant de repartir. Caldwell ne connaissait pas son nom, ne savait pas où il vivait, et n'avait aucune information sur son identité au-delà de ses caractéristiques générales. Lorsque les enquêteurs du FBI interrogèrent Caldwell au sujet de Walter Ashford, celui-ci confirma qu'Ashford
était l'individu ayant apporté du matériel à la librairie au cours des 3 années d'opération. Caldwell n'avait jamais su son nom avant que le FBI ne le lui révèle, et il n'avait jamais eu de véritable conversation, hormis quelques politesses concernant des livres. Ashford entrait dans la boutique, lui remettait le matériel directement avec un minimum d'échange, et Caldwell le rangeait ensuite dans le placard de stockage avant de placer le signal le soir même, la collecte ayant lieu durant la nuit. Caldwell ne put dire combien de fois Ashford avait effectué des dépôts. Ses souvenirs étaient flous, mais il estimait qu'il y en avait eu au moins une douzaine au cours des 2 ou 3 dernières années. La réaction d'Ashford lors de l'interrogatoire fut radicalement différente de celle de Caldwell le 11 avril au soir, après avoir été informé de ses droits. Il n'y a toute connaissance d'activité d'espionnage, ni à avoir transmis des documents classifiés, et n'y a tout lien avec des opérations de renseignement soviétiques. Confronté aux preuves trouvées dans la librairie documents classifiés provenant de son bureau du Pentagone, Ashford affirma ne pas savoir comment ces papiers avaient dû s'y retrouver et prétendit qu'on tentait de lui faire porter le chapeau, expliquant qu'il n'était venu que pour acheter un livre et n'avait aucun rapport avec des matériaux classifiés. Confronté aux preuves trouvées à son domicile, l'appareil Minox, les pellicules et le carnet codé, ses dénégations devinrent plus floues. Il déclara que l'appareil photo était un cadeau, qu'il l'utilisait pour des loisirs photographiques et qu'il ne connaissait rien à aucun code ni à aucune activité d'espionnage. À mesure que l'interrogatoire avançait et que l'accumulation de preuves devenait impossible à expliquer, Ashford invoqua son droit de garder le silence et demanda un avocat. Dès lors, il refusa de répondre à la moindre question et n'offrit aucune coopération. Avec Ernest Caldwell en garde à vue et coopératif, le FBI avait enfin l'occasion d'identifier et d'arrêter le coursier qui venait récupérer le matériel. Le plan était simple, utiliser Caldwell pour placer une bouteille de Coca-Cola dans la vitrine, exactement comme après un dépôt authentique, puis poster des agents à l'intérieur de la librairie, durant la nuit, afin d'arrêter quiconque viendrait effectuer la collecte. Si le coursier respectait sa routine habituelle et apparaissait aux premières heures du matin pour récupérer ce qu'il pensait être du matériel soviétique, il se retrouverait face à des agents fédéraux. Le soir du 12 avril 1979, environ 24 heures après les premières arrestations, les agents du FBI préparèrent l'opération avec une minutie extrême, voulant que tout paraisse absolument normal. À 18h45, Caldwell plaça une bouteille de Coca-Cola dans la vitrine de Literarium Books, positionnée à droite et légèrement inclinée vers la rue, suivant la configuration habituelle. L'extérieur du magasin fut laissé exactement comme il l'aurait été après une fermeture ordinaire, lumières éteintes, store, abaissé, rien ne semblant anormal. À l'intérieur de la boutique, plongée dans l'obscurité, 4 agents du FBI prirent position. 2 se cachèrent derrière les grandes étagères près de l'arrière, ayant une vue dégagée sur la porte d'entrée et sur la zone de dépôt. Un 3e se dissimula dans le placard où les documents avaient été trouvés. Le 4e prit position dans le petit bureau arrière, près de la porte, donnant sur l'allée, prêt à intercepter toute personne entrant par l'arrière. Tous 4 étaient armés, et leurs instructions étaient claires. Rester dissimulés, laisser le coursier entrer et se diriger vers l'endroit où il pensait récupérer le matériel, puis s'identifier comme agents fédéraux et procéder à l'arrestation. Le piège était en place. Il ne restait plus qu'à attendre. Les heures passèrent lentement dans la librairie plongée dans l'obscurité, seul bruit le craquement occasionnel du bâtiment ou le murmure amorti de la circulation dans la rue. Minuit passa, puis 1 heure, puis 2.
Les agents inconfortables mais disciplinés restèrent immobiles et silencieux, veillant à ne produire aucun signe laissant croire que le lieu était occupé à 3 heures, puis 4 heures, puis 4h30, les heures habituelles où se produisaient les collectes précédentes. Toujours aucun signe du coursier, aucune voiture dans la rue, aucune silhouette dans l'allée, aucune clé ne tournant dans la porte arrière. La librairie restait vide, hormis les agents du FBI tapis dans l'ombre. À 6h30, alors que l'aube commençait à éclairer le ciel et que le trafic matinal reprenait, il devint évident que personne ne viendrait. Le FBI maintint néanmoins la surveillance tout au long de la matinée et jusqu'à l'après-midi du 13 avril, gardant des agents cachés dans la boutique au cas où le coursier apparaîtrait en plein jour, mais rien ne se produisit. Soit le coursier avait appris les arrestations et compris que le signal était un piège, soit un second signal, ou moyen de communication existait inconnu du FBI permettant au réseau de vérifier qu'un dépôt était authentique avant toute collecte. Peut-être Caldwell n'avait-il pas mentionné un signal secondaire ou l'ignorait-il? Peut-être le coursier avait-il tenté de joindre Caldwell par un autre canal et compris que quelque chose clochait. Peut-être encore l'arrestation d'Ashford avait-elle été repérée par les services soviétiques qui auraient immédiatement ordonné la cessation de toutes les activités et évité tout site de dépôt connu. Robert Hensley, en examinant l'échec de l'opération avec son équipe dans l'après-midi du 13 avril, reconnut la frustration, mais aussi les limites de ce qu'ils avaient accompli. Ils avaient arrêté la source, celle qui transmettait des documents classifiés depuis des années. Ils avaient enfermé un site de dépôt actif ayant facilité des dizaines de transferts. Ils avaient récupéré des documents sensibles et établi des preuves d'espionnage systématique. Ils n'avaient pas obtenu le coursier, mais ils avaient emporté un coup majeur au réseau. Sans la librairie comme point de dépôt et sans Walter Ashford pour fournir de nouvelles informations, l'opération soviétique dans ce secteur venait de subir un revers lourd de conséquences. L'affaire contre Ashford avança ensuite dans le système judiciaire fédéral, avec la lenteur méthodique propre aux poursuites pour espionnage. Les procureurs de la section de sécurité interne du département de la justice assemblèrent un dossier complet, preuves de surveillance matérielle, saisies dans la librairie, et au domicile d'Ashford, témoignage d'Ernest Caldwell, et évaluation des dommages par les analystes du contre-espionnage du département de la Défense. Cette évaluation conclut qu'Ashford avait probablement compromis des dizaines de documents classifiés sur une période d'environ 3 ans, à partir de 1976, documents portant principalement sur les communications satellitaires et les programmes d'acquisition militaire, exactement le type d'informations dont les planificateurs soviétiques avaient besoin pour comprendre les capacités américaines et développer des contre-mesures. Le procès d'Ashford débuta en octobre 1979 devant la Cour fédérale du district Est de Virginie. Son avocat soutint que les preuves étaient circonstancielles, que les documents auraient pu être placés dans la librairie par quelqu'un d'autre que l'appareil photo trouvé chez lui servait à un usage personnel légitime et que l'accusation ne pouvait prouver de façon définitive qu'Ashford avait eu l'intention de transmettre des informations classifiées à une puissance étrangère. Mais l'accusation présenta un dossier solide et convaincant. Les photos de surveillance montraient Ashford entrant dans la librairie. La chemise découverte dans la boutique contenait des documents provenant de son bureau du Pentagone, des documents auxquels il avait accès et portant les marques de contrôle propres à son service. L'appareil Minox et la pellicule retrouvée chez lui correspondaient aux méthodes de l'espionnage. Le carnet codé suggérait une tenue de registre systématique sur une longue durée. Ernest Caldwell
témoigna pour l'accusation dans le cadre de son accord de coopération, décrivant en détail le fonctionnement du site de dépôt et confirmant que Walter Ashford était bien l'individu ayant livré le matériel à plusieurs reprises. Le témoignage de Caldwell fut accablant, offrant au jury une compréhension claire du fonctionnement du réseau d'espionnage et de la manière dont les actions d'Ashford s'inscrivaient dans ce système plus vaste. Le 8 novembre 1979, après 6 heures de délibération, le jury rendit un verdict de culpabilité sur tous les chefs d'accusation, conspiration, en vue de commettre des actes d'espionnage, possession, non autorisés et transmission de documents classifiés, ainsi que diverses infractions connexes. Walter Ashford ne manifesta aucune réaction visible lorsque le verdict fut prononcé. La sentence fut rendue en janvier 1980. Le juge fédéral, invoquant la gravité des infractions et les dommages causés à la sécurité nationale, condamna Ashford à 25 ans de prison fédérale. Ernest Caldwell, en reconnaissance de sa coopération et de son rôle relativement périphérique, reçut 5 ans de prison fédérale, avec possibilité de libération conditionnelle après 2 ans. La question de savoir qui avait recruté Walter Ashford, qui était le coursier, et ce qu'il était advenu du réseau soviétique plus large, demeura largement sans réponse. L'enquête du FBI se poursuivit pendant plusieurs mois après le procès Les Agents, tentant d'identifier le coursier, en analysant les photographies de surveillance et en comparant la description vague de Caldwell aux bases de données des officiers de renseignement connus ou des suspects d'activités clandestines, mais sans photographie claire, sans coopération d'Ashford et sans autre piste exploitable, le coursier resta non identifié. Qui qu'il fût, il avait réussi à échapper au piège du FBI et à disparaître dans la vie de couverture qu'il menait, poursuivant sans doute son travail pour le renseignement soviétique dans une autre fonction, ou ayant peut-être été rapatrié en Union soviétique lorsque le réseau avait été compromis. L'affaire demeura partiellement classifiée pendant de nombreuses années. Après les condamnations, le département de la Défense demandant que de nombreux détails restent sous scellés afin d'éviter de révéler l'étendue des documents compromis et les capacités américaines spécifiques qui avaient été exposées. Pour Michael Reeves, l'agent dont l'observation lors d'un dîner avait permis le déclic décisif, l'affaire représenta un moment marquant de sa carrière et un rappel de l'importance de la vigilance et de l'attention aux détails dans le travail de contre-espionnage. Plus tard, lorsque certaines parties de l'affaire furent déclassifiées, Reeves fut parfois interrogé au sujet de cette soirée au restaurant Angelo's et sur ce qui l'avait amené à remarquer cette bouteille de Coca-Cola, alors que des milliers d'autres personnes étaient repassées devant la même vitrine, sans y voir quoi que ce soit d'inhabituel. Sa réponse était toujours la même. Ce n'était ni du génie, ni de l'intuition, simplement le fait de rester attentif aux schémas et aux anomalies et d'être prêt à enquêter sur quelque chose qui paraît légèrement déplacé, même lorsque la solution la plus facile aurait été de l'ignorer comme une simple coïncidence.